Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons nous tourner vers le présent et vers l'avenir pour parler de l'univers du mensonge, comment le système nous conditionne. Et je reçois pour cela non seulement Laurent Arthur Duplessis qui est resté fidèle au poste, après avoir participé à la première partie, ainsi que Mathilde Perrin, mais Laurent Oberton, journaliste, essayiste, et Raphaël Sorin, éditeur, directeur littéraire des éditions Ring. Et nous avons choisi ce sujet pour parler des analyses exposées par Laurent Oberton dans son dernier livre, La France Big Brother, le mensonge, c'est la vérité, aux éditions Ring. Bonsoir Laurent Oberton, bonsoir Raphaël Sorin. Alors, je dois dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que Big Brother, c'est de l'anglais, ça veut dire le grand frère, mais que le traducteur du livre de George Orwell, 1984, n'a pas éprouvé le besoin de traduire Big Brother, parce qu'il aurait fallu le punir pour cela, je ne sais pas qui c'était, et donc dans le langage courant, on dit toujours Big Brother pour parler de 1984, le fameux livre de George Orwell. Alors je crois que votre livre, qui était sous presse en décembre, c'est ça. En décembre de 2014, aux éditions Ring, Laurent Oberton, est un livre prophétique, enfin un livre qui annonce ce qui s'est passé, car cet univers du mensonge que vous décrivez, cet univers du conditionnement, il a atteint son paroxysme après l'attentat contre Charlie Hebdo du 7 janvier. Là, vraiment, le conditionnement, la manipulation des consciences, le délire médiatique organisé a atteint son summum. Laurent Oberton. Oui, absolument. C'est assez démonstratif. Et d'ailleurs, je cite certains exemples dans ce livre de cas un peu similaires. L'affaire Descartes ou l'affaire Mera, similaires sur le traitement de ces informations-là. Là, encore une fois, nous avons des faits qui sont clairs, qui sont évidents. Et encore une fois, nous avons tout un travail médiatique pour faire oublier ces faits le plus vite possible et concentrer l'attention des gens sur des messages qui sont des slogans. Le fameux, par exemple, le pas d'amalgame, qui est devenu la formule rituelle dans ce genre d'événements, qui on tente d'imposer des réflexes dans l'inconscient collectif de cette manière. Ouais, alors vous dites, vous rappelez une des phrases de 1984 d'Orwell, il faudrait dire d'ailleurs quelques mots sur ce livre. L'une des phrases, c'est la vérité, c'est le mensonge. Et moi, j'ai envie de dire, à propos justement des événements récents de Charlie Hebdo, l'échec, c'est le succès. Pourquoi ? On avait déjà vécu ça, Laurent Oberton, Raphaël Sorin, en 2005. En 2005, il y a eu, en octobre-novembre 2005, des émeutes dans les banlieues de l'immigration. Bon, alors... Moi, naïvement, je me suis dit, bon, les Français vont comprendre que c'est un échec d'une politique de l'immigration, échec de la politique de la sécurité. Donc les gens qui sont aux commandes, qui mènent cette politique, c'est-à-dire le Premier ministre Villepin et le ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité et de l'Immigration à la fois, Nicolas Sarkozy, vont devenir impopulaires. Pas du tout. Leur cote a bondi. L'échec, c'est le succès. Et là, c'est quand même extraordinaire. Il y a Charlie Hebdo, qui est menacé de mort. Charlie Hebdo avait été inscrit sur la liste des cibles par Al-Qaïda. Bon. Et d'ailleurs, il y avait un policier qui était censé protéger le directeur de Charlie Hebdo. Bon. La protection a été parfaitement inefficace, ce qui prouve que le ministère de l'Intérieur et le préfet de police n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas protégé quelqu'un, ils n'ont pas protégé des gens qu'on savait menacés. C'est un échec. C'est d'autant plus un échec qu'on sait que les frères Kouachi d'une part et le nommé Koulibaly d'autre part étaient des repris de justice, donc que Mme Taubira ou ses services avaient libéré, ils avaient été condamnés plusieurs fois, qu'ils étaient d'ailleurs de plus, non seulement repris de justice libérés par anticipation, en tout cas pour Koulibaly, mais qu'ils étaient repérés comme faisant partie de réseaux islamistes et qui n'avaient pas été neutralisés. Donc l'événement... Les trois attentats successifs, celui de Charlie Hebdo, 12 morts, le 7 janvier, celui de Montrouge, le 8 janvier, 1 mort, celui de la Porte de Vincennes à Paris, le 9 janvier, 4 morts, tout cela est imputé à un mauvais gouvernement. Donc on devrait se dire logiquement que les Français vont
faire baisser encore plus, si possible, François Hollande dans les sondages. Bon, et que le ministre de l'Intérieur aurait dû démissionner. Je n'ai entendu personne. J'ai fait un tweet, j'ai quand même fait un tweet pour dire que Cazeneuve devrait démissionner. Mais je ne sais même pas si ce tweet a été repris. Alors, le préfet de police et le ministre de l'Intérieur auraient dû démissionner, puisqu'ils n'ont pas protégé des gens qui étaient menacés, dont on savait qu'ils étaient menacés. Bon. Et alors, écoutez, c'est triste à dire, mais le policier qui a été tué, c'est triste pour lui. Il n'a, semble-t-il, même pas sorti il était censé protéger quelqu'un. On ne peut pas dire qu'il était pas surprise, parce qu'ils ont entendu tirer dans la pièce d'à côté. Mais il n'a pas esquissé un geste de défense, il n'a pas tiré une balle, ou esquissé le geste de prendre son pied. C'était des gens incompétents. Il en est mort, le malheureux. Mais que voulez-vous que je vous dise, moi ? Et à l'inverse, à la suite de tout ce qui s'est passé, vous savez que la cote de popularité de tous ces gens-là s'est envolée. Alors, donc, la vérité, c'est le mensonge, et j'ajoute encore à l'air, l'échec, c'est le succès. Laurent Berton. Ce qui montre la puissance incroyable de la communication contre les faits. Effectivement, Cazeneuve, Valls, Hollande, les responsables directs sont ceux qui en ont le plus profité. On pourrait même citer Sarkozy, qui a été responsable de la sécurité pendant longtemps avant eux, qui a... Et de l'immigration, voilà. Il a fait rentrer 200 000 immigrés par an, légalement. Et le parcours judiciaire de ces individus est déjà bien avancé sous Sarkozy. Ça fait très longtemps qu'ils sont suivis, identifiés, repérés, tout ce qu'on veut, mais ils ont bénéficié... Laurent Berton, vous avez peut-être vu, je regarde rarement la télévision, évidemment, mais j'ai regardé la télévision, je crois que c'était le samedi qui suivait, donc ça devait être le 9 janvier, ou le 10 janvier, je ne sais plus. Et on a reproduit, on a repassé plutôt l'image de Sarkozy à l'Élysée recevant Koulibaly et lui serrant la main. Koulibaly, une chance pour la France. Koulibaly d'ailleurs qui avait fait un reportage en prison, lequel reportage avait été passé sur les ondes de France 2 comme un exemple. Donc Koulibaly, c'était vraiment, c'était pas du tout l'immigré rejeté, brimé par la société, c'est quelqu'un de gavé par la société. Alors il avait été mis en prison évidemment parce qu'il avait commis des crimes. Oui, mais il a bénéficié de remise de peine. Il a bénéficié de remise de peine, etc. Donc on a vraiment l'exemple même de l'incompétence de l'État, de l'incurie de l'État, de l'impéritie de l'État. Je ne trouve pas de mots assez forts. Et c'est une illustration extraordinaire de votre livre, Laurent Berton, qui s'appelle, je le rappelle, aux auditeurs de Radio Courtoisie, La France Big Brother, sous-titré Le mensonge c'est la vérité, aux éditions Ring. Et je reçois d'ailleurs, en même temps que Laurent Berton, Raphaël Serin, qui est donc le directeur littéraire des éditions Ring, et qui est donc l'éditeur de Laurent Oberton. Et je précise d'ailleurs, c'est intéressant, qu'il y a une excellente préface à votre livre de Xavier Hofer, le criminologue bien connu. Je rappelle de plus aux auditeurs de Radio Courtoisie qui seraient distraits que Laurent Oberton est devenu célèbre par son premier livre qui s'appelait La France Orange Mécanique. Et je vous avais d'ailleurs reçu à l'époque. Absolument. À l'antenne de Radio Courtoisie pour La France Orange Mécanique, livre... Alors j'ai l'impression d'ailleurs que vous faites une série, vous considérez que La France Big Brother c'est le deuxième tome et qu'il devait y avoir un troisième tome. Il y aura un troisième tome. Pour 2017. C'est ça, exactement. Voilà. Laurent Arthur Duplessis, alors c'est ce comportement extraordinaire qui illustre d'une manière saisissante la thèse, l'analyse de Laurent Oberton dans La France Big Brother. Qu'avez-vous à dire ? Eh bien, je pense qu'effectivement, ce curieux paradoxe qui fait que ces personnalités politiques qui n'ont pas été à la hauteur ont bénéficié d'un regain de popularité ne durera pas parce que le niveau de la menace augmente tellement vite que assez rapidement l'impéritie de l'État et de la classe politique va devenir effrayante. Elle est déjà effrayante. Non, mais on n'a encore rien vu, je crois. On n'a encore rien vu. Le niveau de la menace augmente tous les jours et à toute allure. D'ores et déjà, on voit que certaines voix s'élèvent du monde du renseignement pour le dire. Et pour le dire envers et contre la volonté des politiques. Il ne faut pas oublier que les services de renseignement, s'ils ont défailli, c'est par manque de moyens et c'est par blocage juridique. Il faut savoir que, par exemple, en France, on n'autorise que 1250 écoutes téléphoniques simultanément. Donc, les frères Kouachi, par exemple, ont été évacués du champ des écoutes téléphoniques par le Conseil de surveillance des écoutes téléphoniques parce qu'il faut faire de la place pour les nouvelles écoutes. Et ce sont là des dispositifs législatifs c'est pas législatif, c'est réglementaire. Et réglementaires qui sont issus d'une inconscience complète des élites françaises, européennes et occidentales depuis 20 ans sur la montée du djihadisme et du danger islamiste. C'est une
inconséquence chronique, c'est une cécité chronique et c'est un déni de réalité chronique. Alors quand on limite à 1250 les écoutes téléphoniques, eh bien on est dans le grotesque. C'est pour ça que les services de renseignement ont porté le chapeau, les médias leur ont fait porter le chapeau, mais c'est la classe politique qui devrait porter le chapeau, pas les services de renseignement. De même, quand on sait... C'est le ministre de l'Intérieur en l'occurrence, M. Oui, Cazeneuve. et puis toute la classe politique qui communie dans la même... M. Valls, Premier ministre, M. François Hollande... Toute cette classe politique qui communie dans la même imbécilité, car c'est le sens étymologique du mot imbécilité, c'est-à-dire... c'est la puissance, l'imbécile, non? Oui, c'est une incompréhension source d'impuissance, l'imbécilité. Et il faut considérer une chose, c'est que quand on sait qu'il faut à peu près 25 personnes pour en surveiller une 24 heures sur 24, les services n'ont pas les moyens, tout simplement pas les moyens de surveiller les gens. C'est tout. Les services de renseignement américains ont un luxe de moyens extraordinaire. Ils arrivent à avoir des résultats conséquents, mais ils ont un luxe de moyens extraordinaires. Les services français travaillent avec des bouts de ficelle. Ils travaillent dans la pénurie, ils travaillent en bande moltière. Et c'est le résultat aussi de l'inconséquence de cette classe politique française et puis européenne qui n'a pas compris qu'il y a actuellement un conflit islamo-occident, que ce conflit islamo-occident a commencé il y a déjà plusieurs années, pas d'amalgame, Laurent Duplessis, pas d'amalgame. Pas d'amalgame, seulement l'islamisme radical, c'est pas le bouddhisme radical, c'est pas non plus le confucianisme radical, il s'avère que c'est de l'islamisme radical, il faut que les mots aient un sens, et je crois que... C'est vrai, Laurent Duplessis, que les gens qui, avant cette affaire du 7 janvier, ont écrasé des malheureux citoyens qui passaient dans la rue ou qui ont attaqué un commissariat, ils n'ont pas attaqué le commissariat en criant Montjoie et Saint-Denis, en criant l'île de Christ roi. Ils ont crié Allah Akbar. C'est curieux. Ils n'ont pas crié non plus Bouddha le grand éveillé, etc. Non, voilà. Je préfère dire Montjoie Saint-Denis. Oui. Les gens qui crient Montjoie Saint-Denis ne tuent pas. Peut-être qu'autrefois ils le faisaient contre les infidèles, mais aujourd'hui c'est plus calme. Et il s'avère que la montée de la menace est très rapide. Je constate que dans un premier temps, le gouvernement a parlé de 1000 personnes à surveiller. Et puis voilà qu'il y a quelques jours, on est passé à 3000 personnes à surveiller. Les vérités changent du jour au lendemain. Bon, et bientôt, on va apprendre qu'il y en a encore beaucoup plus que 3000 en réalité à surveiller. Comment va-t-on faire avec... Excusez-moi de vous arrêter, mais la solution est-elle de les surveiller ou de les expulser? Oui, mais justement... Franchement. Alors ça renvoie... Oui, franchement. Mais c'est pour ça que je dis que non seulement il faut augmenter les moyens des services, mais il faut aussi modifier complètement les lois et les règlements. Mais là, oui, mais vous nous faites un peu sortir du sujet, vous dérivez, cher Laurent Duplessis, parce que notre sujet, c'est l'univers du mensonge. Et j'aimerais d'ailleurs que le déni de réalité est un mensonge. Raphaël Sorin, qui est directeur littéraire des éditions Ring, qui avait donc édité le livre de Laurent Oberton, La France Big Brother, nous dise pourquoi il l'a édité et ce que ce livre représente pour lui. Je l'ai édité parce que je suis éditeur depuis très longtemps et que je suis une victime du mensonge. Ça fait 40 ans que je suis éditeur, donc j'ai connu ça dans d'autres occasions. J'ai publié un auteur qui a été victime du même ostracisme, de la même violence à l'époque, qui est Houellebecq. J'ai publié un livre qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui était Plateforme. Et sur Plateforme, la presse s'est déchaînée contre Houellebecq et contre moi. C'est pas vous qui avez publié Soumission? Non, pas Soumission. Je ne suis plus l'éditeur de Houellebecq. Mais c'est amusant de voir qu'à beaucoup d'années de différence, quand le livre Plateforme est sorti, il y a eu un déchaînement contre Houellebecq. C'est le livre qui se passe en Thaïlande. Voilà, qui se termine en Thaïlande par un massacre. Qui anticipait un massacre qui a eu lieu peu de temps après. Et à l'époque, on avait été roulé dans la boue. Je ne parle pas de merde, mais dans la boue. Et tout s'est arrêté, heureusement, grâce au 11 septembre. Puisqu'à ce moment-là, les gens s'occupaient d'autre chose. 11 septembre 2001, les tours... Le livre a été d'ailleurs tué aussi, il est mort. Et je vois que le phénomène se reproduit aussi avec Soumission. Soumission qui était parti pour être un livre qui serait également traîné dans la boue, de manière totalement hallucinante, par les mêmes personnes. Notamment par Louis Plenel, qu'on retrouve là, bien fidèle à son le trotskiste Plenel. À son rapport à la vérité et à la littérature. Je retrouve mon même Plenel qui revient, et puis ça s'arrête évidemment parce qu'il y a l'histoire de Charlie Hebdo. Laurent Oberton. Donc pour moi, Oberton, c'est un Plenel, il en dit du mal. Oui, il a raison.
La France Big Donc Brother. pour moi, être éditeur de ce livre, c'est la continuité de ce que j'avais fait avec Houellebecq et d'autres. C'est pas la seule fois où j'ai été victime de cette presse consensuelle, disons. Alors, La France Big Brother, Laurent Berton, c'est le titre de votre livre. Vous parlez de ce que j'appelle, moi, l'univers du mensonge, et vous expliquez comment le système nous conditionne. J'aimerais que vous nous expliquiez, justement, alors, sans évidemment, vous ne pouvez pas dire tout ce qui est dans le livre, qui est quand même imposant, puisqu'il fait quelques 400 pages, 350 pages, mais que vous nous expliquiez le fonctionnement de ce système du mensonge, peut-être d'abord en commençant par évoquer le livre dont vous êtes parti. Big Brother, c'est une référence au livre de George Orwell. Donc, Big Brother, ça veut dire le grand frère. Le grand frère, c'est l'autorité tutélaire dans une société totalitaire. Et alors, ce qui est un peu curieux, c'est que George Orwell, semble-t-il, vous allez me détromper peut-être, Laurent Berton, mais il décrivait une société totalitaire qui était celle du Parti communiste, au fond, et pas du système pseudo-libéral que nous avons aujourd'hui, Laurent Berton. Oui, Orwell était lui-même socialiste, mais assez préoccupé par les dérives de son propre camp, même. Un peu comme Wells, je crois. Donc il a décrit cette société-là. C'est vrai la différence avec notre société, c'est que la sienne est extrêmement violente, coercitive, de manière, visible. Or, dans notre société actuelle, je pense que la violence est beaucoup plus subtile. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne voient pas le conditionnement. Ils n'ont pas l'impression que leurs pensées sont à ce point dictées ou que pèse sur eux ou sur chacune de leurs paroles quand ils s'expriment, que pèse sur eux une quelconque pression. Or, cette pression est absolument permanente. Chacune de nos paroles publiques est pesée à l'aune d'une sorte de diktat de la pensée qui nous est imposée tous les jours, dans tous les médias, dans tous les grands médias, que nous nous imposons nous-mêmes, puisque nous sommes les acteurs de ce conditionnement, puisque à partir du moment où nous prenons position pour cette morale dominante, pour le politiquement correct, nous en tirons une sorte de prestige social, un statut, si l'on veut. Et donc nous avons intérêt à suivre le mouvement. Les journalistes ont intérêt à professer ce catéchisme. Et si nous dévions, nous sommes exclus. C'est notre plus grande terreur, c'est d'être exclus de notre groupe. Donc on ne peut pas dévier, et on vous le fait bien savoir à longueur de journaux télévisés. Voilà, Raphaël Sorin. Il faut préciser que Orwell avait commencé comme trotskiste, donc en opposition au stalinisme. Il s'est engagé dans la guerre d'Espagne, il a été mêlé à un groupe qui s'appelait le POUM, et ce mouvement a été écrasé par les staliniens en Espagne. Donc ça l'a traumatisé. Il a fait un très beau livre sur la Catalogne à ce moment-là, et c'est à partir de cette expérience qu'il a réfléchi sur les conditions du conditionnement, si je puis dire, et ça passe par la langue. Il a beaucoup étudié ce qu'il appelle la novlangue, c'est-à-dire la langue du Parti communiste, en disant au fond que ce qui se prépare, c'est l'extension de cette novlangue dans tous les rapports de la vie. Alors que le communisme, en principe, c'était un rapport à la langue politique, et ça s'étend au reste de l'univers social. Et c'est ça la force d'Orwell, c'est qu'il a pressenti que tout se passerait par le langage. Et effectivement, dans ce qu'il a écrit sur cette fameuse novlangue, il a écrit aussi des écrits théoriques, pas seulement dans le roman. On s'aperçoit qu'il avait compris le mécanisme. C'est pas de la linguistique, hein, c'est très précis, c'est très détaillé, et ce qui s'est produit ces jours-ci, quand moi aussi je regardais la télévision, j'écoutais, c'est que tous ces journalistes, sans le savoir, parlaient la même langue, et cette langue leur était non pas dictée par haut, mais elle venait d'eux-mêmes, de leur propre chef. C'est ça, quand c'est intériorisé, c'est ça où c'est difficile de s'en détacher. Raphaël Sorin, de faire référence aux travaux du Club de l'Horloge, qui, il y a 2 ans, a fait une université annuelle sur le thème du cosmopolitisme. Parce que nous sommes aperçus, nous avons fait un constat extrêmement simple que tout le monde peut faire. On parle de cette réalité qui est la pensée unique, qu'on appelle aussi le politiquement correct, l'idéologie dominante. Mais ces expressions, pensée unique, idéologie dominante, politiquement correct, désignent un contenant, pas un contenu. Quel est le contenu de cette pensée unique ? De cette idéologie dominante, de ce politiquement correct. Eh bien, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la philosophie, c'est très clairement le cosmopolitisme. Philosophie, d'ailleurs, qui est très ancienne, puisqu'elle a été inventée et énoncée par Diogène le Cynique en 350 avant Jésus-Christ, et qui est liée d'ailleurs à la création de l'Empire. Vous savez qu'Alexandre le Grand
selon une anecdote peut-être légendaire, avait croisé Diogène qui lui avait dit ôte-toi de mon soleil, et il avait dit si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. Bon. Alors le cosmopolitisme, étymologiquement grec, ça veut dire la doctrine des citoyens du monde, cosmopolite citoyen du monde. C'est une doctrine à double face qui affirme d'abord que les frontières physiques de la cité, donc de la nation aujourd'hui, doivent être effacées. Ça se traduit aujourd'hui par l'immigrationnisme et le libre-échangisme. Mais c'est aussi une doctrine qui affirme que les traditions, c'est-à-dire les frontières spirituelles ou les frontières morales que sont les traditions, doivent disparaître. Et c'est comme ça que vous avez la théorie du genre, que vous avez le prétendu art contemporain qui est un honneur dégénéré, que vous avez la destruction de la famille. Il y a une indifférenciation des individus. Voilà, et tout ça est d'ailleurs issu de l'utopie égalitaire. Le cosmopolitisme, en fait, est une des faces de l'utopie égalitaire qui aujourd'hui a triomphé dans la superclasse mondiale qui domine le monde. Bon. Et comprendre cela, c'est comprendre l'unité des différentes attaques, des différents phénomènes qui visent à la subversion de notre société. On a l'impression que tout cela est très varié. Oui, c'est varié, mais c'est une source commune qui est cette philosophie cosmopolite, qui est d'ailleurs très peu énoncée parce que il y a un philosophe du cosmopolitisme qui vient de mourir qui s'appelle Ulrich Beck, me semble-t-il, et lui, il a eu le mérite de se réclamer ouvertement du cosmopolitisme. Les autres auteurs qui se réclamaient n'employaient pas le terme, qui développaient ces genres d'idées n'employaient pas le terme. Il vous parlait, sur le plan philosophique, par exemple, de la société ouverte, avec Popper. Société ouverte, société sans frontières. Ou bien, il vous parle d'antiracisme. L'antiracisme, en fait, c'est le visage ordinaire du cosmopolitisme. Et donc, on a un phénomène... la France Big Brother, c'est ça, c'est la France qui subit cette idéologie cosmopolite permanente dans tous les domaines, cette idéologie égalitaire, qui est donc très bien analysée par Laurent Berton dans son livre. Laurent Berton. Absolument, et Big Brother, justement, ce nom, moi, me semble très intéressant parce que l'anglais, cet anglais global, représente assez bien quelque chose qui ne s'arrête pas du tout à nos frontières. C'est vraiment, le livre est fait sur la France, mais on aurait pu l'écrire bien sûr, l'anglais global, le globish, comme on dit, l'anglais mondial, c'est la langue de la superclasse mondiale. C'est le baragouin qu'il faut parler si on veut être reçu à Davos. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, il y a pas mal de termes comme ça, anglais assez globaux. C'est volontaire parce que voilà, ça reflète bien justement cette chose qui pourrait être récitée partout, par à peu près n'importe qui, dans le monde entier, je pense. À peu d'exceptions près. À peu d'exceptions près, peut-être qu'il faudra distinguer selon les pays, mais est-ce que vous voulez lire les messages des auditeurs de Radio Courtoisie, peut-être ? Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit Laurent Oberton, journaliste essayiste, Raphaël Sorin, éditeur, directeur littéraire des éditions Ring, et Laurent Arthur Duplessis, journaliste essayiste, sur le thème L'univers du mensonge, comment le système nous conditionne. Alors j'espère que Ring c'est de l'allemand et pas de l'anglais. Hein. Non ? Je sais pas. Le Ring c'est l'anneau de Nibelungen. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Un auditeur, pouvez-vous nous parler des services secrets belges qui ont démantelé une cellule extrémiste avant qu'ils ne passent à l'action ? Continuez. Ben, c'est tout. Ah bon ? Alors, oui, alors. Alors, est-ce que vous avez un il y commentaire à avait faire ? la nouvelle promotion de l'ENA devrait s'appeler George Orwell. Oui, Je me demande si les élèves de l'ENA ont lu cet auteur. Elle s'appelle George Orwell. Je ne sais pas le devrait s'appeler. Elle s'appelle George Orwell, ouais. Ah, ben, c'est bien. Amusant, c'est très amusant ça. Parce que l'ENA, c'est quand même pas ce ne sont pas les derniers à goûter du conditionnement. Ils récupèrent tout. Voilà. Oui. S'il y a bien une école de la pensée unique, c'est l'ENA, oui. C'est bien c'est l'ENA. Sciences Po, excusez-moi. Avant l'ENA, c'est Sciences Po, oui. Sciences Po. Une compétition. Et ça s'aggrave à l'ENA. Ça grave l'ENA. L'ENA, c'est l'école d'application de Sciences Po et c'est l'école de la pensée unique. Oui, alors... Alors cette affaire en Belgique, oui, je crois qu'effectivement ils ont prévenu et guéri, on va dire en même temps, plutôt que simplement subir les conséquences de ce que ces individus préparaient. J'ai pas eu beaucoup d'informations là-dessus. Je sais pas exactement ce qu'ils préparaient.
Il préparait de nombreux assassinats de policiers. Dans les commissariats et sur la voie publique. Et en fait, c'est l'affaire Charlie Hebdo qui a déclenché ce coup de filet en Belgique, mais il faut reconnaître que nos amis belges, dans l'ensemble, manquent beaucoup d'efficacité. Alors, dans l'univers du mensonge, Laurent Oberton, je rebondis sur... je me réfère à nouveau à cette affaire Charlie Hebdo. Bon, l'assassinat est horrible, mais les personnages qui ont été assassinés n'étaient pas très recommandables. Je n'hésite pas à dire pour ma part que tout assassiné qu'ils étaient, c'était des ordures d'extrême gauche. D'extrême gauche. Il était d'extrême gauche. On l'a vu d'ailleurs lors de l'enterrement de Charb, où l'enterrement de Charb, les gens avaient le poing levé et chantaient l'Internationale. Charb qui était d'ailleurs un trotskiste. Est-ce qu'il était encore ? Enfin, il l'avait été en tout cas. Ouais. Et d'autre part, ils se sont illustrés un peu par des caricatures vaguement irrespectueuses à l'égard de Mahomet, mais beaucoup plus par des caricatures immondes, scandaleuses, absolument ignobles à l'égard du christianisme. Je ne veux même pas décrire, je trouve que c'est indicible, ce que j'ai vu qui m'a été envoyé par Internet, ou que j'avais déjà vu d'ailleurs dans les kiosques à journaux, puisque malheureusement on met ça dans les kiosques et ça se voit. Les unes de Charlie Hebdo, c'était ignoble. Bon. Ouais, moi, je vous répondrai que 2 des assassinés étaient des amis anciens, Cabu et Wolinski, et je pense que vous avez complètement tort de les traiter de cette manière. Je suis désolé parce que ce sont nos amis personnels. Non, des amis personnels et pas moi, je ne les connaissais pas personnellement, je connaissais ce qu'ils écrivaient, ce qu'ils faisaient. Ouais. Eh bien, écoutez, moi, Wolinski, les dessins qu'il faisait, quand je lisais les caricatures de Wolinski, j'avais envie de me laver les yeux ensuite. Et ça méritait la mort, d'après vous ? Sûrement pas, c'était un affreux assassinat, bien entendu. Attendez, j'ai pas dit que ça méritait la mort, j'ai dit au contraire que l'assassinat est condamnable, et même... ça méritait la mort pour les assassins. Voilà. Mais en revanche, faire défiler les Français sur le thème « Je suis Charlie », en chantant la Marseillaise et en brandissant le drapeau français, alors que ces gens-là se torchaient dans les plis du drapeau français. Ça, c'est autre chose. C'est quand même hallucinant. Non, je pense parler d'unité nationale pour des gens qui récusaient même le concept de nation et qui étaient des gens d'extrême gauche qui voulaient détruire la nation, c'est organiser l'univers du mensonge. Oui, ça marche dans ce que dit Oberton. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Je récuse ce que vous dites sur eux. Je condamne évidemment à mort, si je puis dire, les gens qui les ont tués. Évidemment. Et je m'interroge, en regardant cette foule énorme défiler, avec ces slogans, je me suis interrogé. Mais les masses, c'est un phénomène intéressant. Je ne sais pas si vous avez lu l'essai d'Elias Canetti, qui s'appelle Masse et puissance. Non, mais j'ai lu Gustave Le Bon et on voit fonctionner tout à fait avant Canetti. C'est un peu la Suisse de Gustave Le Bon, un peu plus raffiné. Et c'est vrai que les masses ont ce pouvoir étrange, presque électrique, de s'agglutiner s'il y a des mots d'ordre qui les font fonctionner. Et en voyant cette foule, moi j'ai été non seulement circonspect, mais même un peu effondré, vraiment, parce que je n'aime pas les phénomènes de masse. Alors il faut savoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que la psychologie des foules, qui a été théorisée par Gustave Le Bon vers 1890, dans son célèbre ouvrage La psychologie des foules d'ailleurs, est très particulière. Les gens les plus ordinaires, les plus normaux, je préfère dire, peuvent devenir, sous certaines conditions, tout à fait autres. Ils sont pris par la psychologie de la foule. Et ils peuvent commettre des actes qu'ils ne commettraient jamais en temps ordinaire lorsqu'ils sont individus dans une foule. Et Canetti avait réfléchi évidemment sur ce qui s'était passé en Allemagne, puisqu'il avait été témoin. D'abord à Vienne, il y avait eu une grande manifestation dans les années 20, et ensuite il avait assisté à des scènes où on brûlait des livres en public, et c'est à partir de là qu'il a réfléchi, il lui a passé des années à réfléchir sur ce phénomène de la masse. J'ai vu aucun auteur, aucun journaliste citer ce livre, mais ça m'a sauté aux yeux qu'il fallait se référer à ce genre de... J'ai déjà rencontré le titre du livre, les auteurs, mais sans lisez-le, vous verrez, ça vous intéressera. Canetti, donc Canetti, l'ouvrage s'appelle Masse et puissance, c'était paru chez Gallimard. Ouais. Mais ne peut-on pas interpréter le mouvement de foule du 11 janvier dernier comme justement le transport émotif grégaire, le transport émotif de la foule qui vient de prendre conscience avec la tuerie de Charlie Hebdo du danger djihadiste. Je crois qu'il y a un phénomène de masse qui est la prise de conscience soudaine de l'ampleur du danger, puisque l'assaut a eu lieu en plein cœur de Paris contre une équipe de presse qui était sous protection,
Qui était théoriquement sous protection. Non, mais justement, qui était théoriquement sous protection depuis longtemps, et qui a incarné, à tort ou à raison, mais qui a incarné la liberté de la presse, c'est-à-dire le pilier de la démocratie. Donc, la force symbolique était telle, parce qu'on a dit un 11 septembre à la française. Le 11 septembre, c'était 3000 morts. Là, on a eu, dans ces 3 journées du 6 au 9 janvier, 17 morts. C'est pas une question de mort. Donc, c'est pas une question de mort. C'est ce que je dis. C'est pas une question de mort. C'est une question de force du symbole. C'est-à-dire qu'en fait, la foule, je crois, le 11 janvier, a clamé sa peur, sa détresse. Oui. Elle a réclamé beaucoup de choses contradictoires. Contradictoire. Mais il se trouve que ça se passe à Paris, et c'est pas n'importe quoi, Paris. Oui. Pas seulement à Paris, il y a eu des Oui, mais la province. grande manifestation, Mais- c'est à Paris. Il y a une tradition aussi des défilés Bastille-Nation. Voilà. J'en ai vu beaucoup. J'ai participé à certains. Donc, c'est un lieu aussi, Oui. un lieu important. Et il y a Oui, la oui. Statue de la République au milieu. Voilà. Donc, Sauf ça que compte. là, ceux qui défilaient, c'était plutôt le même public que la Manif pour tous, et c'était pas le public des banlieues. Hein. Ouais, mais il y avait sûrement une sincérité de la démarche de ces gens. Il y avait très peu de public des banlieues, effectivement, Oui, parce oui. qu'ils ne sortent pas de la banlieue. Comme Mais dirait l'autre, vous vous souvenez que l'apartheid fonctionne. Gustave On va Le revenir Bon, aussi sur ça. Gustave Le Bon mettait l'accent sur le fait que les sentiments des foules ne sont pas des sentiments d'une grande complexité. L'émotion. C'est une émotion, et c'est une émotion brute, granitique, monolithique. Bien sûr. C'est pas une dissertation de Non, troisième non. cycle. Non, non. Bon. Et là, effectivement, la foule, elle clamait sa peur. Elle avait peur. Alors Laurent Berton, votre analyse sur les événements donc tout récents. On ne saura jamais ce qu'elle a voulu dire, cette foule, parce que tous les journaux télévisés ont choisi Oui, mais- des individus qu'ils voulaient représentatifs de leur message Voilà. dans cette foule. Voilà. Ils ont interrogé uniquement ceux qui allaient dans leur sens. En tout cas, ils ont diffusé les interviews de ceux qui allaient dans leur sens, strictement dans leur sens. Et donc, on a eu l'impression, en regardant la télévision, d'ailleurs, on parle de 4 millions, mais personne ne les a comptés au juste. Donc, on a dû multiplier par 3, ouais, sans doute qu'il y avait du monde, mais par le facteur pi. voilà, en tout cas, tous ces gens, finalement, ont manifesté derrière François Hollande pour les valeurs que défendait François Hollande. Donc voilà comment on récupère la réalité. Permettez-moi d'ajouter, Laurent Arthur Duplessis, que ce n'est pas Charlie Hebdo qui incarne la liberté d'expression, c'est Radio Courtoisie. Oui, oui. Avec tout le respect que je vous dois, Mais je disais, la liberté d'expression n'est pas dans les outrances. Moi, ce qui m'a ouais, non, attendez. ce qui m'a estomaqué, c'est les chefs d'État qui ont osé défiler, notamment M. Orban, qui est en train d'appliquer des méthodes plus que contestables à la liberté d'expression dans son pays, la Hongrie. Mais non, là, vous lisez c'est ce que disent les journaux. Non, mais c'est parce que les journaux, moi je lis ce qui se passe en Hongrie, et je sais ce qui se passe en Hongrie. Le fait d'avoir vu M. Orban comme Écoutez, défenseur nous de la sommes pas en liberté... Hongrie, écoutez, non, monsieur. Mais la Hongrie, c'est un peu le monde que décrit Orwell. Vous plaisantez, nous sommes en France. Bon. Alors, Radio Courtoisie est placée sous la tutelle du CSA. Figurez-vous que j'ai été sanctionné par le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour avoir dit, je me cite moi-même, l'islam est incompatible avec l'identité nationale de la France, point de citation. Le CSA estimait que c'était un encouragement à la discrimination de critiquer l'islam. On peut critiquer un chef C'est d'État. monstrueux. On peut critiquer un... Non mais attendez, c'est monstrueux, c'est une atteinte à la liberté. Alors, nous sommes dans la parodie de la vérité qui est le mensonge, mais attendez, on a défilé pour la liberté d'expression, mais on la refuse à Radio Courtoisie. On l'a refusé accessoirement à d'autres comme Dieudonné, etc. Nous avons, depuis 1972, un attirail législatif qui muselle les Français, et surtout ceux qui osent critiquer la liberté d'expression. Le Conseil d'État a interdit de manière absolument aberrante une réunion publique que devait faire Dieudonné. Bon, alors la loi, disons le principe, c'est qu'on doit condamner après s'il y a eu des propos qui n'ont pas à être tenus en public, mais pas de manière préventive à interdire une manifestation. C'est quand même très très grave, si vous voulez. Donc, l'univers du mensonge, c'est aussi qu'on se réclame de la liberté d'expression pour museler les gens qui s'expriment. Oui. Et on annonce justement, au nom de la liberté d'expression, qu'on est censé défendre, qu'on va renforcer le contrôle d'Internet et ainsi de suite. Donc on va en fait aller vers l'étranglement aggravé de la liberté d'expression. Laurent Berton. Et même au-delà de ça, quand on parle beaucoup de liberté d'expression, mais l'équité d'expression n'existe pas. Quand vous avez tous ces médias réunis qui s'en prennent à une seule personne, qui n'a aucun moyen de riposter aux allégations qui peuvent lui être imputées ou qui peuvent lui être faites, à part une plainte en diffamation qui a peu de chances d'aboutir, comme chacun sait, voilà, on joue pas à armes égales, c'est clair. Ouais, non, mais l'univers du mensonge dont vous parlez dans La France Big Brother, Laurent Oberton, livre édité aux éditions Ring,
c'est largement un univers médiatique où il n'y a que Radio Courtoisie qui fasse exception. Je parle des médias audiovisuels pour maintenir un propos libre. J'ajoute d'ailleurs que les choses sont plus compliquées qu'on ne pourrait penser parce que la vérité, certes, se définit de manière objective, mais on ne sait pas ce qu'est la vérité. Et donc, en fait, pour que on soit dans un univers de liberté, il faut la liberté d'expression réelle et que l'on puisse contester l'idéologie dominante. Ce fameux cosmopolitisme dont je parlais. Et moi, je ne prétends pas qu'on ne dise que des vérités à Radio Courtoisie, pour la bonne raison qu'on, selon les émissions, on émet des opinions les plus variées. Mais la liberté existe quand on a la possibilité de contester, de dire qu'on n'est pas d'accord. Et c'est le Français, c'est le citoyen, c'est l'auditeur qui va ensuite, compte tenu de ce débat, de ce libre débat, pouvoir s'approcher de la vérité. C'est vrai d'ailleurs aussi en matière scientifique ou historique. Prenez le réchauffement climatique. Alors c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié, mais on nous impose une doxa absolument aberrante. Bon, vous savez peut-être que la prédiction du réchauffement climatique, qui serait la conséquence des émissions de carbone de l'homme, réalisées par l'homme, est fondée sur des modèles. Bon. Alors, ces modèles météorologiques sont les mêmes que les modèles climatiques. Bon, déjà, on se demande comment les météorologues rebaptisés climatologues peuvent prédire le temps qu'il va faire dans 10 ans ou dans 100 ans quand ils ne sont pas capables de prédire le temps qu'il va faire dans 10 jours. Bon, gros problème. Ensuite, on a l'exemple des modèles épidémiologiques. Je viens de voir un grand article du Monde sur le sujet. En décembre 2014, une institution américaine chargée d'étudier l'évolution des maladies dans le monde a annoncé qu'il y aurait, un mois plus tard, 1 million de malades du virus Ebola. Le chiffre 1 million. Hein. Le chiffre réel recensé, c'est 20 000. Bon. On a eu d'ailleurs, rappelez-vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'était en 2009, l'affaire du virus H1N1. La grippe aviaire. Est-ce que c'était aviaire C'était la grippe aviaire. 94 millions de vaccins. On s'est bien habitué le poulet, oui. H5N1. L'OMS fait tourner ses modèles épidémiologiques en juin. C'était la grippe, on appelait ça la grippe mexicaine ou la grippe porcine à l'époque. Et à partir de ces modèles épidémiologiques, on annonce qu'il va y avoir 1 million de morts en France. Voilà, des millions de morts dans le monde, des centaines de millions de morts en France. Affolement général. Alors, quelques mois après, on a vu que c'était des plaisanteries. Et de mauvaises plaisanteries qui ont coûté extrêmement cher. Donc les gens de l'OMS et les épidémiologistes se sont ridiculisés. La différence, c'est que les climatologues ont l'astuce d'annoncer qu'ils prédisent le temps qu'il fera dans 10 ans ou dans 100 ans. Alors évidemment, il faut attendre que le temps s'écoule. Remarquez déjà que, je vais terminer sur ce sujet qui est pourtant très important, qui est un des grands domaines de l'univers du mensonge. On sait qu'en fait, depuis 1998, la température n'a pas augmenté. Donc je ne dis pas qu'elle ne va pas continuer à augmenter, hein, j'en sais rien. Je crois que personne n'en sait rien et qu'on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, depuis 1998, la température moyenne mondiale mesurée par le GIEC n'a pas augmenté. Alors on nous dit en 2014, il paraîtrait que peut-être ce serait mieux qu'en 2004 et 2005. Oui, mais moins qu'en 1998. Donc on nous raconte des bobards. Le réchauffement climatique, s'il a eu lieu depuis le petit hiver glaciaire qu'on a connu sous Louis XIV, est réel, mais par rapport à l'optimum médiéval du Xe siècle, quand le Groenland s'appelait la Terre verte, parce que je vous rappelle que Groenland en danois, ça ressemble à l'anglais Greenland, ça veut dire la Terre verte. Donc on est vraiment dans le domaine du mensonge. Et là, ce qui est grave, c'est que c'est la science elle-même c'est la communauté scientifique elle-même qui se disqualifie. Théoriquement, on devrait pouvoir faire confiance aux scientifiques. Et en fait, dans le système actuel, la science fait partie de votre univers du mensonge, Laurent Oberton, de celui que vous décrivez. La communauté scientifique collabore à cet ahurissement que vous décrivez dans la France Big Brother. Oui, parce que pour que les publications aient droit de citer, pour qu'elles aient de la publicité dans les grands médias, il faut qu'elles soient compatibles. Pour que les chercheurs, les étudiants deviennent chercheurs, réussissent leur cursus, il faut qu'ils soient idéologiquement compatibles avec leurs enseignants, etc. Tous les grands cursus français qui mènent à l'expression publique, à la parole publique, sont cadenassés par des dizaines d'étapes comme ça qu'il faut franchir. Et pour les franchir, il faut montrer patte blanche. Alors évidemment, une fois que patte rouge. Ouais. Une fois que quelqu'un a investi des années de travail dans un tel système, il va pas évidemment tout remettre en cause
pour prendre le risque de dire la vérité. Donc finalement, les faits n'ont plus, la réalité n'a plus aucune importance face à ces médias. Et d'ailleurs, même ces médias eux-mêmes dont on parle n'ont plus aucun rapport avec la réalité, puisqu'ils ne vivent pas du fruit de leurs lecteurs ou du fruit de leurs auditeurs. Ils vivent des subventions publiques. On impose aux gens d'acheter ces médias qu'ils ne lisent pas, de les acheter, de les regarder ou tout ce qu'on veut. En tout cas, on leur impose de les financer. Or, tous ces médias que les gens ne lisent pas, comment dire, pardon, j'ai un petit peu perdu le fil de... Oui, non, tous ces médias vont dans le même sens. Alors, Voilà, mais vous êtes passé de la science aux médias, ce qui me paraît particulièrement significatif de l'ahurissement actuel, Laurent Oberton, c'est le fait que la science n'est justement pas ce régulateur qu'elle devrait être dans la société, et cet apporteur de vérité. Aujourd'hui, premièrement, les scientifiques de plus en plus, comme les journalistes, préfèrent annoncer des choses sensationnelles. Parce que si vous êtes scientifique et vous êtes chercheur, si vous annoncez que le virus Ebola va tuer 1 million de personnes, vous aurez votre photographie dans les journaux, on va vous inviter à parler, vous allez vous exprimer sur le sujet, et deuxièmement, vous allez avoir des crédits. Si vous dites finalement, je ne sais pas ce qu'il en est pour le virus Ebola, mais pas très grave, etc., eh bien, on ne parlera pas de vous. Et vous avez eu ça pour un certain nombre de sujets du même genre. Attendez, l'histoire de la vache folle. Personne n'est... Enfin, c'est au maximum quelques dizaines de personnes dans le monde sont mortes de la vache folle. Et encore, on n'en est même pas sûr. Et vous vous rappelez le battage qu'on en a fait. Donc on est vraiment dans un univers, alors ajoutez à ça le principe de précaution, où on délire sur tous les sujets scientifiques. Tout est basé sur la communication. Voilà. Les faits ça n'a vraiment aucune importance dans le calcul final. Par contre, avec la dissymétrie de type médiatique, une vieille dame qui est mordue par un chien, aucun intérêt. Et une vieille dame qui mord un chien, ça commence à être intéressant. Voilà. Les trains qui arrivent à l'heure, aucun intérêt. Les trains qui déraillent, ça commence à être intéressant. Donc voilà. Et la science est atteinte par ce virus paramédiatique du sensationnalisme et du politiquement correct, parce qu'il faut aller dans le sens de ce que les politiques souhaitent. Tout à fait, pour exister, c'est... Alors abandonnons la science et expliquez-nous comment, en dehors des médias, des grands médias, sauf un grand médium qui s'appelle Radio Courtoisie, bien sûr, Laurent Oberton, comment fonctionne cet univers d'ahurissement où sont plongés les Français, et pas seulement les Français, mais parlons de la France que nous connaissons mieux. Vous avez pour moi, je compare assez ce qui se passe à une sorte de dressage. Par exemple, quand on veut éduquer un chien, on lui offre des récompenses ou on le menace de punition. C'est un peu la même chose avec l'être humain, si vous voulez. Si on attend de lui qu'il adapte son comportement à certaines situations, et selon son comportement, s'il fait ce qu'on attend de lui, on le récompense, on le félicite. S'il ne fait pas ce qu'on attend de lui, il sera menacé, puni, ostracisé, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est très simple, hein, c'est très primaire, mais toutes les publicités, toute la communication actuelle est basée sur cette idée-là. D'ailleurs, la communication politique et la communication publicitaire, je trouve, ont des modèles très proches, qui visent à rassurer le consommateur, les lecteurs. Par exemple, quand Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve font des discours sur la sécurité, ils ne réfléchissent pas aux problèmes sécuritaires, ils réfléchissent à comment communiquer sur le problème sécuritaire. Le terme, c'est la séquence. Nous sommes dans une séquence médiatique, la séquence politico-médiatique. Et comment peut-on gouverner un pays avec des gens qui ne raisonnent qu'en séquence? Et ça ne remonte pas à Hollande, à Sarkozy, c'était ça, ils ne raisonnaient qu'en séquence. Alors là, nous avons eu la séquence Charlie Hebdo, qui a duré plusieurs jours, et qui s'est traduite, contrairement à toute analyse rationnelle, par l'envolée dans les sondages des responsables du fiasco Charlie Hebdo. Donc on ne gouverne pas, il n'y a aucune gouvernance autre que la communication, justement. Ouais. Vous voulez intervenir Oui, vous écoutez Radio Courtoisie, la seconde partie du libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit Laurent Oberton, journaliste essayiste, Raphaël Sorin, éditeur, directeur littéraire des éditions Ring, et Laurent Arthur Duplessis, journaliste essayiste. Alors on peut ajouter au passage que Laurent Sur Oberton... le thème... Oui, pardon, allez-y. Oui. Sur le thème L'univers du mensonge, comment le système nous conditionne. Oui, pardon Joël. Donc on peut ajouter que Laurent Oberton est diplômé d'histoire et d'anthropologie et que ses études d'anthropologie ont pu vous être utiles pour vos analyses
sur l'univers du mensonge. La France Big Brother aux éditions Ring. Bien sûr, parce qu'on se base sur des réalités biologiques propres à l'homme, justement, pour mieux le manipuler. Tout à l'heure, nous parlons, à propos des réalités biologiques, nous parlons de théorie du genre. Vous avez une phrase dans votre livre absolument extraordinaire. Vous citez un auteur qui dit oui, que quand on déshabille deux individus, on ne peut pas savoir le sexe, parce que le sexe intérieur n'est pas forcément le même que le sexe extérieur. C'est joli comme expression. Hein. Absolument. Vous dites ça quelque part, je me rappelle. Oui, bah c'est sexe intérieur et le sexe extérieur. On en arrive quand on va jusqu'au bout de la négation des différences. Une auditrice, je ne suis pas d'accord avec les propos de l'intervenant vis-à-vis de Orban, qui est en train de remettre la Hongrie sur pied. Victor Orban est le Premier ministre de la Hongrie. Un auditeur, le 11 septembre 2001, 2 avions sont entrés dans les tours, 3 tours se sont effondrés. Un auditeur, l'échec de Cazeneuve est patent, car Charlie Hebdo était sous protection policière et ceux qui les ont attaqués sous surveillance policière. Exactement. Je pense que les citoyens ne sont pas dupes. Ah, si, ils sont dupes, sinon les sondages, enfin beaucoup sont dupes puisque les sondages s'envolent. Surtout pour Cazeneuve encore plus. Ce qui est d'ailleurs inquiétant, si vous me le permettez, puisqu'ils sont censés prévenir les prochains attentats. Donc, étant donné que ces attentats leur sont très bénéfiques, on est en droit de s'inquiéter. Vous leur imputez un machiavéliste qui j'espère n'est pas le leur. Un auditeur, cela fait du bien d'entendre parler un homme aussi intelligent que M. de Lesquen. Un auditeur, je partage l'avis de Laurent Oberton sur la carte journalistique, car je confirme que dans les écoles journalistiques, le côté gauchisant et droit de l'homiste est à son paroxysme, encouragé par les formateurs et directeurs des écoles. Bon courage, chers confrères. Voilà. Laurent Oberton, Raphaël Sorlin, Laurent Arthuis-Duplessis aussi peut intervenir. Ouais. Oui, je pense que justement le déploiement de la communication, comme on dit, par le gouvernement qui explique que tout va rester sous contrôle parce que le train de mesure qui est en route actuellement va parer à la menace. Je crois qu'il va arriver un moment justement où ces efforts de communication et des autorités gouvernementales et des médias va trouver ses limites. Et les limites seront imposées par le fait qu'il y aura de plus en plus d'attentats en France et en Europe. L'État islamique, l'organisation de l'État islamique vient de lancer d'ailleurs un appel radiophonique pour relancer les assauts contre l'Occident, les assauts terroristes. Et il va arriver un moment où le public va se rendre compte que la protection n'est pas assurée. Et c'est là... Non mais, Laurent Arthuis-Duplessis, vous faites un détour par le Proche-Orient qui est tout à fait indiqué, puisque le camarade Kouachi, l'un des deux en tout cas, avait fait un stage au Yémen, chez Al-Qaïda au Yémen, les deux. Al-Qaïda dans la péninsule arabique, et que cette organisation a revendiqué l'attentat contre Charlie Hebdo. Oui, les deux sont allés chez Al-Qaïda au Yémen, et il faut savoir que le Yémen est la place forte d'Al-Qaïda actuellement. Al-Qaïda a été très très affaibli dans la zone afghano-pakistanaise, notamment par l'action des drones américains, qui ont tué beaucoup de leurs cadres. Et on en tue aussi au Yémen. Hein. Beaucoup au Yémen aussi. Mais le Yémen est actuellement le haut lieu de la puissance d'Al-Qaïda. Et on avait beaucoup trop oublié Al-Qaïda au profit de l'État islamique. En effet, l'État islamique a une dangerosité qui se manifeste, en Occident aussi. Mais Al-Qaïda est une organisation qui a une longue habitude de structuration des réseaux dormants en Occident, et des réseaux dormants qui, par définition, se réveillent à un moment ou à un autre. Et on est en train de se rendre compte qu'il ne fallait pas oublier le sujet Al-Qaïda, qui est extrêmement inquiétant. Et en fait, la complémentarité entre Al-Qaïda et l'État islamique est parfaite. On croit que ces deux organisations sont ennemies et inexpiables ennemis, pas du tout. Elles sont ennemies sur le théâtre des opérations proche-orientales, en Syrie, où le Al-Nosra et Al-Qaïda et l'État islamique se battent, mais pas en Occident. Et d'ailleurs, on a vu comment il y avait une complémentarité d'efforts entre les deux frères Kouachi et Ahmedi Koulibaly. Ahmedi Koulibaly qui se réclamait de l'État islamique. Il se réclamait comme ça, sans avoir aucune attache véritable. Mais disons que cette sensibilité, entre guillemets, de Koulibaly pour l'État islamique ne gênait absolument pas sa collaboration avec les frères Kouachi. Et les réseaux islamistes
en Europe Alors, écoutez, collaborent très bien. Je vous interromps, Laurent Ortépézy, parce qu'il faudrait, pour en revenir à l'univers du mensonge, il faut quand même rappeler que l'État islamique s'est développé en Syrie, Oui. Alors que la politique officielle du gouvernement français et de ses alliés occidentaux, et d'abord des États-Unis d'Amérique, c'était de faire tomber le gouvernement de Bachar al-Assad. D'où les... Donc, en fait, ce sont les Occidentaux qui ont nourri ce mouvement extrémiste et bien sûr les puissances arabes qui aujourd'hui, comme l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui s'inquiètent de voir le développement de l'État islamique. Et c'est toute la question de la désignation de l'ennemi. La politique, c'est désigner l'ennemi. C'est toute la question du naufrage du mythe mondialiste, comme quoi finalement toute l'humanité va converger vers un même but qui est une concorde universelle. Nous avons une pensée pour Fukuyama qui est l'auteur de cette théorie. Et en fait, c'est le radicalisme islamique qui a désigné, lui, l'ennemi, et l'ennemi, c'est l'Occident. Alors, excusez-moi, mais bon, là, ça nous donne un peu du sujet, mais je crois que non. Les premiers ennemis des gens de l'État islamique, ce sont les chiites. Et avant, ils tuent beaucoup plus de chiites que d'occidentaux. Alors, revenons à notre sujet. Oui, mais ce que je dis toujours quand on me dit que l'islamisme tue d'abord des musulmans. Oui, non, c'est vrai. Le nazisme a commencé par tuer des Allemands, puis après, il a tué des gens des pays étrangers, etc. L'islamisme est occupé à prendre le pouvoir dans le monde musulman actuellement. Et quand il aura mis la main sur les appareils d'État dans le monde musulman, il les lancera à l'assaut de l'Occident en mettant le terrorisme sous encadrement des services de renseignement, des appareils d'État du monde musulman. Et quand on aura la rencontre des réseaux terroristes et des services de renseignement, on verra que l'efficacité du terrorisme sera multipliée par 1000. Bon, écoutez, vous nous faites dresser les cheveux sur la tête. C'est le sujet de mon prochain livre. C'est le sujet de mon prochain livre qui sera en librairie le 5 février prochain. Eh ben, vous me l'enverrez, comme ça nous pourrons en parler à l'antenne de Radio Courtoisie. Mathilde Perrin. Peut-être, Laurent Berton, devriez-vous expliquer aux éditeurs de Radio Courtoisie la relation qu'entretient Big Brother avec la réalité? Eh bien, justement, cette relation a lieu d'exister maintenant, puisque la plupart du temps, dans une utopie, c'est le principe, c'est que les gens qui la professent sont tout à fait à l'abri de la réalité. Or, là, de plus en plus souvent, la réalité fait une incursion assez brutale dans leur petit monde utopique, et de plus en plus, ils auront à résoudre cette sorte de dissonance entre la réalité et leur utopie. Ça a été le cas avec cette affaire Charlie Hebdo. Moi, je crois qu'ils sont d'abord coupables de leur immense naïveté, qu'ils n'ont toujours pas compris ce qui leur arrivait, qu'ils sont totalement dépassés par ce qui se passe, puisque d'après leur propre prophétie, tout doit aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Or, force est de constater que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais ils vont continuer à jouer avec cette force de communication qui est la leur, en nous expliquant que, mais vous allez voir, ce n'est rien, c'est la faute à des agents intérieurs qui divisent les Français, etc. Et que tout va finir par s'arranger. Il faut encore plus d'utopie, c'est toujours comme ça. Quand on critique le gouvernement ou quand ils sont désavoués électoralement, la réponse c'est jamais on va changer de cap, on va réfléchir, c'est toujours on va vous donner une double ration. Ça ira mieux. Double ration d'intégration, dans le genre, c'est quand même le plus joli, c'est quand même Valls qui vous dit d'une part il y a l'apartheid en France, et d'autre part donc la solution c'est la dissémination des immigrés. C'est-à-dire ce n'est pas de dire il faut diminuer le nombre des immigrés ou les assimiler si on y arrive, mais il faut les disséminer sans les assimiler. D'ailleurs, pour revenir sur cette histoire d'apartheid, il me semble que quand la chaîne américaine Fox News a parlé de zone de non-droit, la mairie de Paris a attaqué aussitôt. Quand Manuel Valls a parlé d'apartheid en parlant à peu près des mêmes zones, ce qui est encore beaucoup plus fort, il me semble que la mairie de Paris a gardé le silence. Je vais vous raconter un vieux souvenir, ça date des années 60. Comme étudiant, j'étais engagé par l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui faisait une enquête sur les nouvelles cités, les grands ensembles. Donc je faisais partie, on était une quarantaine de jeunes enquêteurs, et j'avais comme zone Saint-Denis et Épinay-Villetaneuse. Donc pendant région parisienne. Voilà. Et les trucs étaient tout neufs. Il y avait des constructions, il y avait notamment un immeuble gigantesque qu'on appelait la Banane, qui faisait 400 mètres de long, qui était terrifiant. Absolument, c'était l'univers carcéral. Et au bout de cette enquête, très sérieuse, j'avais un long questionnaire, on a rendu nos rapports, l'INED a fait un bouquin. Ce livre n'a jamais été diffusé. Parce que les conclusions de cette enquête étaient désastreuses. Les gens se plaignaient de tout. Généralement, moi j'avais rencontré des gens qui soit arrivaient de province, c'était des
on peut des paysans pauvres qui étaient déplacés, soit des gens qui arrivaient du Maghreb, des ouvriers. Aucun n'arrivait à vivre dans cet espace à cause de l'absence de transport, les conditions de vie, etc. C'était quelque chose d'impubliable. J'ai gardé longtemps, j'ai plus un exemplaire de cette enquête, mais ce serait intéressant de La vérité n'est pas aujourd'hui. publiable. Et c'était il y a quand même 50 ans, vous voyez, plus de 50 ans. Donc ça prouve qu'on a mis le truc sous le tapis. Et quand j'ai entendu le jour Valls dire ça, j'ai envie de l'appeler, de lui dire, écoutez, cher ami, vous m'auriez consulté il y a 40 ans. On n'aurait pas fait ces villes épouvantables. Raphaël Sorin, Laurent Arthur Duplessis, Laurent Oberton, un des mensonges les plus extraordinaires, c'est d'invoquer les valeurs républicaines à tout bout de champ pour faire l'inverse. Je vous conseille le livre de Thierry Bouclier qui s'appelle La République amnésique. Et vous verrez à quel point les républicains, bon genre, enfin incontestables de toute la Troisième République et de la Quatrième République, le général de Gaulle lui-même, disaient exactement l'inverse de la doxa d'aujourd'hui. Bon, on se rappelle la phrase qui m'a valu une autre condamnation dans le CSA, la phrase de Jules Ferry. Jules Ferry, 1885, monte à la tribune de la Chambre des députés à l'époque et dit, je cite Jules Ferry, les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures. Fin de citation. Bon, aujourd'hui, Léon Blum a dit à peu près la même chose dans les 1901, hein, je vous signale. Bon. On sait que De Gaulle, c'est rapporté par Perfit, a dit la France est un pays de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Qu'il a dit aussi, ceux qui parlent d'intégration ont une cervelle de colibri. De Gaulle, pas un collaborationniste, hein, pas le chef de la milice, De Gaulle. Ou bien Paul Doumer, alors il n'y a pas plus républicain que Paul Doumer, franc-maçon, président du Conseil, président de la République, assassiné par comment il s'appelait, c'est pas Gorbatchev, maintenant Gorgoulov, voilà, c'est ça. À une signature de livre en plus. Gorgoulov. C'était une fois au livre. Paul Doumer avait dit en 1906, n'écoutez pas les cosmopolites qui sont contre la patrie, ce sont des ennemis publics. Non mais, vous voyez, c'est ça la vraie tradition républicaine. Et aujourd'hui, on nous impose, en gardant le nom de tradition républicaine, l'idéologie cosmopolite, qui est exactement l'inverse. C'est quand même hallucinant, Laurent Oberton. Oui, enfin sur ces affaires en particulier, les pouvoirs publics n'ont absolument aucune solution, puisque ils ont fait en sorte que ces gens qui habitent aujourd'hui les quartiers dits sensibles ne sont légalement ni quantifiables, ni déplaçables, ni tout ce qu'on veut, puisque théoriquement ils n'existent pas, puisque voilà, tout le monde est égal, on peut pas faire de statistiques de recensement aujourd'hui. Les statistiques ethniques sont interdites en France, à la différence des États-Unis. Et évidemment, les gens veulent vivre ensemble, c'est comme ça a toujours été comme ça. Donc évidemment, alors, ils se regroupent. Il y a une loi sociologique, là encore personne n'en parle, bien que le terme ait été employé par Mitterrand. Mitterrand a parlé de seuil de tolérance. Bon. Alors ça c'est intéressant parce que l'apartheid dont parle Valls, qui est une réalité, enfin disons la séparation, la ségrégation de facto, est observée, alors même qu'il y a toute politique dite de mixité sociale qui essaye de forcer le mélange. Mélange qui ne se fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette loi. Alors cette loi qu'on appelle le seuil de tolérance, c'est une loi sociologique objective qui a été énoncée par les sociologues de l'école de Chicago, qui étaient d'ailleurs des gens de gauche, hein, des Américains de gauche, dans les années 1920, je crois que c'est nommé Robert Park, il me semble, de mémoire, Robert Park, le chef de file de cette école de Chicago, qui ont décrit objectivement ce qui se passait dans les villes américaines. Alors à l'époque, les Noirs arrivés du sud des États-Unis s'installaient dans les villes du Nord. Bon. Et ils ont constaté, alors je vais le citer en anglais, en traduisant immédiatement, rassurez-vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour ne pas avoir à mettre une pièce dans le cochon, ils ont analysé ce qu'ils appelaient, ou ce qu'on a appelé après eux d'ailleurs, le white flight, c'est-à-dire la fuite des Blancs. Et la fuite des Blancs, elle s'accélère à partir du moment où la proportion des Noirs dépasse un certain seuil. C'est-à-dire qu'il y a une ville, dans une rue, dans un quartier, il n'y a pas de Noirs. Arrive le premier Noir, il ne se passe rien. Arrive le deuxième Noir, il ne se passe rien. Et puis la proportion augmente petit à petit. Et il y a 10 ou 15% de Noirs. À ce moment-là, les Blancs partent. Et au bout de quelques années,
tout le quartier devient noir. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis dans beaucoup d'endroits. Harlem était il y a un siècle ou un siècle et demi. C'est ce qui se passe en France. Harlem était une ville, enfin un quartier blanc et est devenu un quartier entièrement noir. Je me rappelle, j'avais été il y a quelques années aux États-Unis. Après, comment il s'appelait Giuliani, le maire qui avait rétabli la sécurité. Donc l'insécurité n'était pas trop grande. Nous faisons avec ma femme le tour du nord de Manhattan en autocar pour visiter le nord de Manhattan. Le chauffeur, au départ, était blanc. Nous arrivons à la limite de Harlem, le chauffeur, on arrête le car, le chauffeur blanc descend, et un chauffeur noir monte. Et on nous a fait visiter Harlem comme ça avec un chauffeur noir, et on nous a emmenés, alors qu'encore une fois, la sécurité avait été rétablie. On nous a emmenés dans une sorte de réserve en toit de fil de fer barbelé, où on avait le droit d'acheter les productions de Harlem, mais surtout pas de se mélanger à la population. Donc vous voyez la réalité de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et il existe après des dizaines d'années après, alors un siècle et demi après l'abolition de l'esclavage, 40 ans après, 50 ans après les lois sur les droits civiques, et la réalité est celle-là. Oui. Il existe en France des directives précises pour que les policiers qui sont affectés à ces quartiers soit couleur locale. Alors j'ai oublié de dire que le seuil de 10 ou 15% à partir duquel la population bascule, c'est ce que en anglais ils ont appelé, ces sociologues ont appelé le tipping point, ça veut dire en français le point de rebroussement, le point de retournement, tipping point en anglais, et qu'on traduit usuellement, enfin qu'on traduit plutôt usuellement par l'expression de seuil de tolérance. Mais on peut dire point de rebroussement ou point de retournement si on préfère. L'essentiel est de comprendre que c'est une réalité. Et c'est une réalité. Les gens partent. C'est comme ça d'ailleurs que l'électorat du Front National est plutôt dans les zones périurbaines. Pourquoi ? C'est ce qui a permis à ce désinformateur de Perrineau, le politologue bien connu, de dire qu'il n'y a pas de relation entre l'immigration et le vote Front National. Parce que dans les quartiers où il y a beaucoup d'immigrés, le vote Front National n'est pas forcément plus élevé qu'ailleurs, même bien souvent moins élevé. Pourquoi ? Il y a deux raisons. Un effet de composition, parce qu'une partie de la population est immigrée, vote, et ne vote pas Front National. Puis d'autre part, ceux qui sont là sont ceux qui s'entendent bien avec les immigrés, parce que les autres, ceux qui n'aiment pas les immigrés, ils sont partis dans les zones périurbaines. C'est la fuite des Blancs. Ils ont quitté les lieux, ils les ont abandonnés. Et c'est comme ça qu'on a cet apartheid. C'est la réalité d'une loi sociologique lorsqu'il n'y a pas assimilation. Et les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont des ancêtres italiens, etc., savent qu'il y a eu des difficultés il y a un siècle pour l'immigration, l'installation de ces immigrés en France, mais que ces difficultés ont été surmontées par l'assimilation. Et aujourd'hui, beaucoup de Français ont des ancêtres immigrés. Moi, j'ai une grand-mère d'origine espagnole. Voilà, donc oui, Joël ? Un auditeur de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit Laurent Oberton, journaliste essayiste, Raphaël Sorin, éditeur, directeur littéraire des éditions Ring, Laurent Arthur Duplessis, journaliste essayiste, sur le thème Mathilde Perrin, chargée de mission. L'univers du mensonge, comment le système nous conditionne. Un auditeur de Radio Courtoisie. Est-il exact que Charb avait suivi des séances de tir et que sa demande de port d'armes lui avait été refusée par le ministre de l'Intérieur ? Si cela est exact, c'est grave pour le régime. Je sais qu'on peut faire une demande auprès du ministère de l'Intérieur quand on est menacé. On peut faire une demande de port d'armes. Voilà, mais je ne sais pas du tout si Charb avait fait cette demande. Comme il est protégé par la police, je pense pas. Et... Enfin, il était censé être protégé par le malheureux policier qui n'avait pas protégé, qui ne s'est même pas protégé lui-même, le malheureux. Qui était tué par les terroristes. Mais avec un terrorisme comme ça, deux individus armés avec des armes de guerre, de toute façon, même s'il avait pu éventuellement se préparer... Pas du tout. Attendez, alors écoutez, revenons sur les faits. Si la police avait fait correctement son boulot, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Premièrement, les terroristes arrivent, ils sont cagoulés et armés, dans la rue. Ils entrent par la porte d'entrée. Bon. S'il y avait une minimum de surveillance, on aurait d'abord averti et ils auraient verrouillé avec une barre, ils auraient pu la porte d'entrée. Bon. Mais d'ailleurs, elle était blindée, la porte. La porte était blindée. Mais on l'a ouverte. Mais ils l'ont fait ouvrir en menaçant une secrétaire ou une collaboratrice. Et ensuite, ils sont arrivés, ils étaient armés, mais ils ont commencé par assassiner quelqu'un qui était dans une première pièce avant d'arriver dans la salle de réunion où ils ont massacré tout le monde, presque tout le monde. Et donc
J'ai lu d'ailleurs, vous avez peut-être lu aussi, le récit du massacre dans Le Monde. C'est extrêmement poignant. C'est le récit d'une survivante, et je veux dire, ce récit est vraiment poignant. Eh bien, ils ont entendu, et d'ailleurs, le policier, il a mal réagi, quoi. Il aurait dû se planquer sous une table, sortir son pistolet et tirer quand ils sont arrivés. Il ne l'a pas fait. Voilà. Et c'était pas quelqu'un du GIGN, visiblement. Hein, et entre parenthèses, puisque ça ne nous éloigne quand même pas tout à fait du sujet, nous parlions tout à l'heure du syndrome de Stockholm, mais cette malheureuse rescapée, qui a donc vécu ces moments atroces, elle dit, ce qui m'a stupéfié, elle a un dialogue avec l'un des tueurs, l'un des frères Kouachi, et elle dit, je ne rêve pas, il avait des yeux doux. Alors si ce n'est pas le syndrome de Stockholm, excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Il était là en train de dire, je ne veux pas te tuer parce que tu es une femme, il dit, il avait des yeux doux. C'est devant la toute-puissance. C'est terrible, hein. Ces 2 pages que j'ai gardées d'ailleurs du récit de cette femme. Il y avait aussi le témoignage de Lançon dans Libération qui était pas mal. Il a été blessé, Lançon. Vous savez, il a pris une balle dans la mâchoire. Et il peut pas parler, mais il peut écrire. Il a fait aussi un beau témoignage. J'imagine que c'est les rescapés, je veux dire, c'est assez... Parce que lui, il a fait le mort. C'est ça qui l'a sauvé. Non mais vous accusez le policier, le malheureux policier, vous savez. L'accuse, le voleur est mort. Oui, mais devant ce qui s'est passé, la violence du truc, la soudaineté, un homme seul, qu'est-ce qu'il peut faire avec un malheureux revolver? Il n'a même pas tiré. Il n'a pas tiré une balle. Dans le récit, il n'a même pas tiré une balle. Écoutez, excusez-moi, il n'a pas tiré. Il était là pour protéger. J'espère qu'il était armé. Pourquoi n'a-t-il pas fait usage de son arme? Il n'a même pas esquissé, semble-t-il, le geste de prendre son arme. Dans le récit, c'est incroyable. Dans le récit du Monde, on a l'impression que jusqu'au bout, il y a vraiment une incompréhension là. Non, pas du tout. Il a l'air de dire qu'elle entend tirer. Il dit ne vous. Non, il comprend qu'il y a un danger. Il dit, le policier dit ne partez pas dans tous les sens. Donc il a compris qu'il y avait un danger. Oui, c'est vrai. Ah oui. Non, je suis désolé, il n'a pas fait son boulot. Enfin, malheureux, il en est mort. Hein. Bien, fermons la parenthèse sur ce triste événement, mais qui démontre que la protection assurée par la police est quand même assez relative. Hein. Franchement. Et ce qui démontre qu'il faudra à un moment donné, vu que de toute façon la menace va augmenter de niveau constamment, il faudra que les citoyens à un moment donné envisagent de se protéger eux-mêmes. Je sais que ce sont des considérations qui ne sont pas pour l'instant politiquement correctes, ni même très légales, mais il va falloir en venir à ça. Parce que écoutez, aux États-Unis, les États-Unis n'ont pas tous les défauts. Dans certains États, justement, en particulier, je crois, en Floride, en Louisiane, je ne sais plus, en Floride, non. Il y a un permis de port d'armes qui est offert à tout le monde du moment qu'on passe des examens et qu'on vérifie que les gens n'ont pas un casier judiciaire et qu'ils n'ont pas de maladie psychiatrique. Et alors on peut s'armer. Et on peut, donc, chacun peut assurer sa propre défense. Oui, mais ça n'empêche rien. Hein. Ben si, écoutez, moi, d'après les études que j'ai lues, ça a entraîné une forte diminution de la criminalité. Une diminution sensible de la criminalité. Je crois qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir d'armes à la maison. Il faut demander un port d'armes. Il faut demander un permis de port d'armes. Ou de détention d'armes. Il y a les 2 permis, détention d'armes ou port d'armes. Enfin, n'entrons pas dans les détails, mais voilà. Mais en tout cas, c'est très limité en France. C'est très compliqué. Et on ne pourra pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen français. Et c'est ça le problème. Oui, je pense que les policiers eux-mêmes seront victimes de plus en plus d'attentats par des individus qu'on présentera comme déséquilibrés. Il suffit de croiser un policier dans la rue à pied, de l'écraser ou de Koulibaly tirer dans le dos. Qui a tué cette femme policière à Montrouge le 8 janvier. Mais d'ailleurs, les policiers et puis les militaires aussi ont pour instruction de ne pas rentrer chez eux en uniforme. Hein. Une fois le service terminé, ils se dépouillent de leur uniforme, ils mettent des vêtements civils. Et on sait qu'ils ont extrêmement peur que des policiers soient kidnappés pour être massacrés comme sur les vidéos djihadistes, c'est-à-dire égorgés dans une cave, le tout filmé, mis sur Internet dans la seconde. C'est ça. Voilà, pour alors, dans la fabrique du mensonge, je voudrais quand même revenir rapidement, puisque j'en ai parlé longuement à Radio Courtoisie déjà, sur le cas de la fabrique du héros avec le cas de Lassana Bathily. Lassana Bathily est un rescapé. Il s'est réfugié dans la chambre froide avec des gens qui avaient descendu par l'escalier. Il a pris le mont de charge et il s'est sauvé. Il a commis, il n'y a rien à lui reprocher, il a été parfaitement, il a fait ce qu'il devait faire, il est parti, etc. Mais il n'a commis aucun acte héroïque, mais aucun. Bon,
Ça n'est pas le fait d'avoir coupé la réfrigération de la chambre froide qui est un acte héroïque. Donc, en avoir fait un héros alors qu'il n'est qu'un rescapé, c'est la fabrique du mensonge. C'est un homme honorable il n'a sauvé personne. Il a sauvé strictement personne, puisque le terroriste n'a tué que 4, si j'ose dire, que 4 personnes. Il n'a pas tué tout le monde. Mais il n'est pas descendu pour massacrer les gens en bas. Il n'a pas cherché à les massacrer en bas. Et en haut, au rez-de-chaussée, et il n'a pas massacré tout le monde avant de partir. Donc, Lassana Bathily n'a sauvé personne. Il n'a fait aucun acte héroïque. Et donc, la fabrication de ce héros n'est qu'un acte de propagande, de désinformation pour rétablir la balance entre Koulibaly, qui est malien et musulman comme lui. Il se trouve qu'il est malien et musulman, voilà, exactement. Donc il fallait, le pas d'amalgame, c'est aussi ça. On dit c'est un pieux musulman. Alors attendez, pour vous dire à quel point c'était grotesque, on explique qu'il connaissait cette chambre froide parce qu'il y faisait ses prières. Alors, écoutez, soyons sérieux. Un Malien qui est habitué à vivre dans un pays où il fait 50 degrés, il ne va pas faire sa prière à 0 degré dans une chambre froide. C'est complètement stupide. On se moque vraiment du monde. Hein. Alors là, vraiment, c'est du mensonge anecdotique. Mais vous prenez les médias. Là, je parle du récit des médias. Hein. Vous les prenez en flagrant délit de bobardisation. C'est incroyable. Oui, parce qu'un témoignage d'un autre employé de cette fameuse épicerie ne se recoupe pas du tout avec celui de Lassana Bathily. Oui, tout à fait. Il a expliqué que lui-même avait ouvert les portes à son initiative et qu'il n'y avait pas eu, personne ne leur avait dit de faire ça. Voilà, ils ont agi tous ensemble dans l'instinct. Et il semble que ces actes... a une véritable fabrication d'un héros qui montre comment on nous ment. Le type, il a eu quand même... C'est un homme très respectable, je ne dis rien, mais il a eu quand même sa photo en première page des journaux. Dans le monde entier. Dans le monde entier, vraiment. Ça, c'est vraiment... Là, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous prenez... les médias en flagrant délit de mensonge, parce que là c'est tout à fait concret et précis. Vous avez un type qui est rescapé, qui n'a rien fait de mal, il avait du bien, il s'est sauvé, mais il a sauvé personne, et on vous présente ça comme un héros. Alors les policiers, les policiers l'ont très longuement interrogé à sa sortie d'ailleurs. Ils ont cru que c'était un complice évidemment. Mais en plus de sa photo, il a eu la nationalité française. Oui. Ça me paraît. Et il a même été décoré, je crois, Légion d'honneur pour rien quoi. Et il va écrire ses mémoires, vous allez voir. Non, vous savez, regardez, l'histoire française est pleine de héros comme ça, Barra. De faux héros, hein. Ouais, non, des vrais ou des faux héros. Mais on a besoin. Il y a des moments historiques, on a besoin d'un héros. Et là, on avait sous la main, on s'est servi de lui. Oui, mais il n'avait rien fait. On peut trouver un meilleur héros que celui-là. Hein. C'est vrai que d'autant que dans cette épicerie, il me semble qu'un jeune a essayé de s'emparer d'une arme. Oui, il est mort. Est mort, abattu. Ils étaient deux des clients de l'épicerie cachère, se sont précipités dessus. Parce que Koulibaly avait laissé de côté un fusil mitrailleur, une arme apparemment Kalachnikov, parce qu'elle ne marchait pas. Et donc ils ont cru qu'ils allaient pouvoir, et donc ils se sont précipités, il les a tués. Et ça c'est quand même un acte... ça c'est un acte de courage, un acte héroïque, on peut dire ça, mais pas ce qu'a fait Lassana, le faux héros, quoi. Voilà. On a les héros qu'on peut, et donc on a le politiquement correct cosmopolite n'a que Lassana Bathily à nous proposer comme héros. C'est quand même terrible, hein. Alors, avant que nous lisions le courrier des auditeurs de Radio Courtoisie, j'aimerais bien que Laurent Oberton nous donne la substantifique moelle de son livre qui s'appelle La France Big Brother, le mensonge c'est la vérité, aux éditions Ring, et qui est en quelque sorte l'écho du livre de George Orwell, le célèbre 1984 de George Orwell. J'espère que ce livre, qu'il mérite, aura autant de succès mondial que le 1984 de George Orwell. Laurent Oberton, voilà, vous avez le mot de la fin pour cette analyse de l'univers du mensonge et de la manière dont le système nous conditionne. Alors je ne sais pas, s'il aura le même retentissement que le livre d'Orwell. En tout cas, au niveau justement du traitement médiatique, il faut quand même en dire un mot, parce que autant France Orange Mécanique, qui était un livre sur l'insécurité, a rencontré, a éveillé l'intérêt de beaucoup de grands médias, autant ce livre-là est victime d'une loi du silence assez incroyable. Parce que malgré son démarrage qui est excellent en librairie, je parle sous le contrôle de Raphaël Sorin. Vous allez voir après le passage dans un grand médium qui s'appelle Radio Courtoisie, j'espère bien. Vous allez voir que la France Big Brother va marcher très fort. Voilà, mais c'est révélateur quand même d'un système qui a les moyens de choisir les faits, de les mettre en avant. Le premier, excusez-moi de vous interrompre, mais le premier procédé du mensonge, c'est le silence. Oui, absolument. On ne parle pas de vous.
C'est soit la calomnie, soit le silence. Non, Et mais là, le aujourd'hui, c'est le premier, c'est le Voilà. silence. C'est le Ah oui, meilleur. c'est le plus efficace. C'est clair. très efficace, le silence. C'est ce que disaient les communistes. Moi, je me souviens, quand j'ai fréquenté pas mal de communistes, ils m'ont dit, on nous apprend le silence. C'est la meilleure arme contre ce qu'on raconte sur le communisme, sur les camps, etc. Donc c'était un dogme, hein, le silence. Ouais, il valait mieux, effectivement, qu'on ne parle pas des camps de concentration et du goulag. Hein. Mais votre livre, finalement, rencontre un large public sans les grands médias, donc. Oui, avec un grand médium qui s'appelle Oui, Radio sauf Courtoisie. Radio Il faut Courtoisie. quand même vous le rappeler, Voilà. Laurent Arthur de Plessis. Mais a-t-on besoin, justement, de cette Alors, machinerie médiatique? Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant qui est en train de se passer à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des moyens de communication alternatifs, des grands médias comme Radio Courtoisie, mais aussi des réseaux internet, des gens qui parlent entre eux. Il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup de méfiance. Les réseaux vis-à-vis- sociaux, Voilà, exactement. Internet. Et à force que ces grands médias racontent un peu n'importe quoi, forcément les gens se posent des questions. Alors évidemment, il y a toutes sortes de questions, il y a des théories du complot, etc. Mais quelque part, tout ça est la faute des médias. À force de raconter n'importe quoi, les gens finissent par croire que tout est faux. Donc évidemment, ils élaborent des théories. Ce que je voudrais dire, Laurent Berton, c'est que ce livre que vous avez fait, La France Big Brother, arrive à une conclusion terrible, chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est que nous ne sommes pas victimes de mensonges par-ci par-là et épisodiques. Non, nous vivons dans un univers du mensonge. Le mensonge est consubstantiel au système politico-médiatique, intello-politico-médiatique que nous subissons. C'est vraiment le mensonge est généralisé Total. dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines. C'est pour ça, excusez-moi de faire un plaidoyer pro domo, de parler pour ma paroisse, mais c'est pour